Hello, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un thème qui touche 99,9% des personnes et qui peut très largement réduire votre pouvoir d'achat et réduire surtout votre capacité d'épargne et votre capacité à atteindre une indépendance financière que vous vous seriez fixée, notamment si vous suivez une méthode relativement classique comme celle de la méthode des 4%, qui, je le rappelle, revient à dire que si vous atteignez un portefeuille d'un montant X, vous pouvez, de manière assez prudente, estimer que vous allez pouvoir retirer 4% de ce portefeuille chaque année pour subvenir à vos besoins, à vos loisirs, sachant que vous allez pouvoir ajuster ce montant de 4% sur l'inflation sans toucher à votre capital, et ceci sur des périodes très longues. L'idée ici, c'est donc d'arriver à accumuler une certaine épargne. Et il y a une chose qui va vous en empêcher grandement, euh, c'est l'inflation, mais pas l'inflation qu'on connaît, l'inflation économique, l'inflation dont on parle dans les médias, qui est d'une part l'augmentation générale et durable des prix, qui est la définition standard, mais qui est surtout plus que cela, une perte de valeur de la monnaie dans laquelle sont stockés nos actifs. Et donc effectivement, on est quasiment tout le temps touché par l'inflation générale, peu importe, même si on a un appartement, puisqu'en fait, cet appartement, même si techniquement c'est de la pierre, et ça a une valeur qui n'est pas nécessairement comme un produit financier relié à sa valeur de vente, tôt ou tard, on évalue ce bien immobilier dans une monnaie, et si cette monnaie vaut moins, alors on est bien évidemment touché par l'inflation de la même manière. Mais là, c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler d'une inflation qui est un petit peu particulière et qui est personnelle à nous. C'est-à-dire qu'il y a l'inflation générale et il y a ce qu'on appelle un peu l'inflation personnelle. C'est plus précisément l'inflation du niveau de vie. Elle est tout à fait standard, elle est tout à fait simple à comprendre, et néanmoins, elle peut nous toucher bien plus qu'on ne l'aimerait, et bien plus qu'on ne le choisit. Donc l'idée, c'est d'en être conscient pour que dans notre vie, cette inflation prenne une part que l'on a décidée, et non pas une part prépondérante et dominante sans qu'on l'ait choisie. Concrètement, l'idée, c'est très simple. C'est de dire que plus vous gagnez, et ça c'est vrai quel que soit votre revenu, peu importe que vous passiez de 1500 à 2000, ou que vous passiez de 4000 à 6000, eh bien, vous allez psychologiquement vouloir vous récompenser pour évidemment le travail accompli et les récompenses financières que vous allez avoir. Donc concrètement, vous allez pouvoir acheter un appartement plus grand, vous allez pouvoir acheter une plus belle voiture, vous allez pouvoir partir plus souvent en vacances, partir plus loin, vous allez pouvoir aller plus souvent au restaurant. Dans toutes ces choses, il ne s'agit pas de dire que c'est pas bien, il ne s'agit pas de dire que quand vous gagnez plus, bah, vous ne devez pas dépenser plus. Mais il s'agit de prendre conscience que dès lors que l'on gagne plus, instinctivement, on va avoir tendance à dépenser plus. Et l'idée, c'est simplement de faire des choix conscients qui nous apportent réellement de la valeur dans ces dépenses supplémentaires. Il ne s'agit pas seulement de dépenser deux fois plus parce qu'on gagne deux fois plus. Si ça nous rapporte que 1,1% d'utilité en plus et non pas x2, ben on peut vraiment remettre en question ce choix. Donc c'est pour ça qu'il faut en avoir conscience. Et c'est quelque chose qui est évident, c'est-à-dire que ce système, bon, voilà, c'est évident, on le voit chez les autres, on le voit partout, et pourtant, j'ai l'impression qu'on a tous tendance à sous-estimer notre capacité à gérer cette inflation de niveau de vie. On a tous tendance à se dire, non mais moi, si je gagnais deux fois plus, bah, je vais pas bazarder deux fois plus d'argent juste pour le plaisir de bazarder de l'argent. Peut-être que je vais dépenser deux fois plus, mais je vais le dépenser dans des choses qui me plaisent. Tant que c'est le cas, il n'y a aucun souci. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est très compliqué, avec deux fois plus de revenus, de dépenser deux fois plus et d'espérer une utilité deux fois plus grande. Parce qu'en fait, les premiers euros que vous dépensez, c'est les euros les plus rentables en termes d'utilité. Les premiers euros que vous dépensez, c'est les euros que vous dépensez pour avoir votre eau, pour avoir votre nourriture, pour avoir votre logement. Et en fait, avec peu importe que ça vous coûte 500, 1000 ou 1500 euros, mais en fait, quand vous allez avoir deux fois plus d'argent, bah, ça va être très difficile de dépenser ces mêmes 500, 1000 ou 1500 euros supplémentaires pour avoir autant de bonheur que vous apporte de la bouffe, de l'eau et un logement. Jusque-là, c'est logique. Et du coup, il est là le paradoxe. C'est que vous allez dépenser effectivement potentiellement deux fois plus, mais récupérer beaucoup moins d'utilité. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre du recul lorsqu'on a des augmentations
de revenus lorsqu'on a des arrivées de capitaux importantes pour des raisons X ou Y, et de se demander effectivement, est-ce que cette augmentation de mon pouvoir d'achat, de ma capacité financière, est-ce qu'elle doit se traduire dans de la consommation d'expérience, dans de la consommation d'objets matériels, dans de la consommation quotidienne, comme par exemple effectivement payer un loyer plus cher pour avoir un logement qui nous plaît plus. Est-ce qu'elle doit se tourner vers de l'épargne, c'est-à-dire vers de la gratification différée, et un certain sens de sécurité dès lors que l'on croit que le système va tenir lors du long terme. Donc ça, voilà, je pense que c'est quelque chose à garder en tête en tant que particulier. C'est quelque chose voilà, qui est vraiment simple, mais qu'on a tendance à sous-estimer. Et je pense que une bonne manière de le faire, c'est un petit peu vraiment de prendre du recul. Et dès qu'on a ces sommes d'argent, de ne pas voir ça comme une récompense qu'on doit tout de suite s'attribuer. C'est-à-dire voilà, vraiment avoir cette logique de récompense. Et une bonne manière de sortir de cette dynamique qui est un petit peu voilà, la dynamique de la rat race, de gagner plus, de consommer plus, de se récompenser plus, et se retrouver avec finalement plus d'argent et donc devoir retravailler encore plus dur pour atteindre le même niveau de satisfaction, c'est de travailler sur des activités annexes qui vont être capables de nous apporter de la valeur, de nous apporter de l'utilité, sans nécessairement nécessiter de l'apport financier. Peu importe que ce soit des sports, peu importe que ce soit de la lecture, peu importe que ce soit des activités sociales, mais voilà, des activités qui ont un coût financier relativement marginal, voire nul, et qui vont apporter une grande utilité, une grande satisfaction dans votre vie. Ça va permettre que quand vous allez avoir ces suppléments financiers qui, statistiquement, arrivent lors d'une vie, parce que, effectivement, en moyenne, les gens qui ont 30 ans gagnent plus que les gens qui ont 25 ans, et les gens qui ont 40 ans gagnent plus que les gens qui ont 30 ans. Donc en moyenne, vous allez être confronté à cette situation de l'augmentation du niveau de vie. Et je pense qu'une attitude saine à avoir à ce niveau-là, c'est de dire, ok, je me récompense parce que probablement ce sont les fruits d'un travail mené à un moment ou à un autre, mais en premier lieu, cette récompense, je vais plutôt la faire sur des activités qui ne demandent pas de dépenser cet argent, et ça va me permettre de quand même me récompenser et de prendre le temps, du recul, de dire ok, ça c'est la somme que j'ai reçue, je pourrais en faire ci, je pourrais en faire cela, je pourrais le mettre de côté pour tel un projet, je pourrais le donner pour telle utilité, et ça permet vraiment de peser le pour et le contre. C'est un peu la même stratégie qui est donnée aux personnes qui ont vraiment du mal à se contrôler et qui font beaucoup d'achats impulsifs. En fait, voilà, tout est dans le nom. Achat impulsif. Le problème, c'est pas d'acheter. Le problème, c'est de ne pas se demander si le prix que l'on donne pour tel objet ou expérience en vaut vraiment la peine. Et donc la stratégie classique, c'est de dire, ok, tu veux acheter ça, très bien. Tu te le mets en whitelist, tu notes où est-ce que tu l'as vu, que ce soit un magasin physique ou un magasin sur Internet. Mais par contre, tu n'as pas le droit de l'acheter avant 24 heures. Donc 24 heures déjà, ça te laisse une nuit de sommeil. Et le fait que la nuit porte conseil est un conseil absolument universel et qui est toujours aussi efficace. Et au-delà de ça, ça te laisse le temps de passer cette impulsion initiale et de dire est-ce que 24 heures après, j'ai toujours autant envie de dépenser le prix X pour cet objet. L'intérêt aussi, c'est qu'en 24 heures, vous allez peut-être pouvoir trouver des alternatives. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que cet achat un petit peu impulsif, et ben en fait, il peut être remplacé par tel autre achat qui coûte beaucoup moins cher, ou même tel autre achat qui coûte la même chose, mais qui va vous apporter plus d'utilité dans le temps. Donc de manière générale, s'entraîner à délayer la gratification est vraiment une bonne solution. Et une bonne solution de faire ça sans construire une frustration interne, c'est de développer finalement des activités qui vont nous permettre de nous récompenser sans dépenser cet argent supplémentaire, et qui vont nous donner le temps tout simplement de voir les choses sous un angle différent et sous un angle bien souvent un petit peu plus rationnel que simplement écouter ces impulsions de homo consumus, comme j'aime bien l'appeler, que nous sommes tous devenus bien malgré nous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, et je vous dis ciao!